Bonjour à tous, demain soyez au rendez-vous de notre direct foot. Sarreguemines est en déplacement à Bissheim, Mosaïque sera sur place pour un match très serré. Rendez-vous à 18 h et voici le sommaire de cette édition. Un feu d'artifice de bonnes idées chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Au programme de ce vendredi 3 octobre, l'essentiel de l'info de la semaine. Julia et Francis reviennent sur les difficultés du groupe GZ qui doit faire face à la perte d'un client. Avec le départ d'Olivier Antoine, c'est une page qui se tourne au centre nautique. Le boîtier Voltaïs va permettre de faire des économies. Maladie professionnelle des anciens mineurs, à qui la faute? Suivez le guide, Catherine Henrich nous invite à une jolie balade sur les berges de la Blisse. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à toutes et à tous. Pour demain, on inverse les tendances. Contrairement à ces derniers jours où le jour se levait dans le brouillard, la matinée de demain débutera sous un ciel dégagé et ensoleillé. En revanche, dans l'après-midi, les nuages font leur apparition et une ondée est possible en début de soirée. Les températures sont en baisse avec de 9 à pas plus de 11 degrés le matin et de 19 à 21 degrés au maximum de la journée. Demain, samedi 4 octobre, nous fêtons les Saint-François d'Assise. Le soleil se lèvera à 7h32 pour se coucher à 19h02. Bon début de week-end à tous et tout de suite retrouvez notre séquence J'aime ma vie. Ce qui me rapporte de la joie et du bonheur, c'est tout d'abord mes enfants, ma famille, donc tout d'abord avec mes parents, ma sœur que j'essaie de rencontrer le plus souvent possible, et puis mes amis où on se fait quelques soirées entre copains de temps en temps. Voilà, et puis j'embrasse tout le monde et c'est ce qui m'apporte donc cette joie de vivre ici à Sarreguemines. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. L'essentiel de l'info chaque semaine sur Mosaïque. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. On a annoncé cette semaine la DGF, c'est-à-dire la dotation globale de fonctionnement, donc qui revient aux collectivités. Elle diminue de 3%. Alors, quel est l'impact de cette baisse sur la casque ? C'est tout simple, question de calcul. La casque touchait approximativement 8 millions d'euros, donc elle touchera 240 000 euros de moins. Alors d'autres diminutions peuvent affecter le budget de la casque, comme le fonds de péréquation intercommunale. Oui, alors ce fonds, c'est tout simple, là aussi c'est un principe de solidarité. Donc les collectivités les plus riches sont amenées à aider des collectivités plus pauvres, plus en difficulté. Et à ce titre, la casque reverse environ 850 000 euros au fonds de péréquation intercommunale. Et parfois des collectivités rencontrent de mauvaises surprises. Certaines recettes de taxes diminuent et ils ne savent pas toujours pourquoi. Oui, ça vient des entreprises. C'est comme pour les particuliers, on ne gagne pas tous les ans forcément exactement la même chose. Et puis il y a la manière dont on fait sa déclaration. Il y a différentes opportunités dont on peut profiter en termes d'investissement, en termes de niche fiscale, ce genre de choses. Et effectivement, la casque l'a découvert à ses dépens, puisque avec ses avantages fiscaux, elle a par exemple l'entreprise Smart qui verse environ 400 000 euros de moins que l'an dernier. Bon, on tient quand même à dire que ces chiffres ont été arrondis. Le groupe GZ doit faire face à la perte d'un client. Alors, qui est ce client ? Alors, c'est pas n'importe quel client, c'est Caterpillar, c'est un client historique. Depuis une vingtaine d'années, c'est le client, puisque environ 70% du chiffre d'affaires du groupe provenait de ce client. Et en fait, c'est un contrat triannuel qui va donc s'arrêter à la fin de l'année, qui n'est pas reconduit, puisque Caterpillar préfère délocaliser sa sous-traitance. Alors, ça fait mal, il y a eu des suppressions d'emplois. Alors, sous quelle forme et combien ? Alors, au total, il y a 43 départs. Dans la réalité, ça correspond à 17 licenciements seulement, même si bien sûr ça reste très problématique pour ces 17 personnes. Core, Flash Metal. Voilà. Mais donc il y a 43 départs et en dehors des 17 licenciements, il s'agit de départs à la retraite non remplacés et de quelques départs volontaires. La situation est difficile, mais on connaît Guy Zins, le patron, c'est quelqu'un qui sait rebondir.
Alors, il sait rebondir, il a les pieds sur terre, il est entreprenant. Ça fait aussi plusieurs années qu'il n'était pas à l'aise du tout avec cet aspect justement à être en situation de quasi-dépendance d'un monoclient. Et c'est pas pour rien que ça fait un moment qu'il a commencé à diversifier. Alors c'est déjà bien entamé, mais il va falloir peut-être accélérer les choses du coup au niveau de la diversification. Je ne suis pas sûre qu'il s'attendait à ce que la fin du contrat se fasse aussitôt. Je pense qu'il espérait au moins un contrat de plus, un contrat de 3 ans de plus. Alors on part à la piscine, un turnover dans la douleur, donc au centre nautique. Olivier Antoine, le charismatique entraîneur de la section élite, s'en est allé. On écoute Gilles Velpato, le président. Disons quand même qu'à part Assia qui est parti pour des raisons sportives, tous sont restés quand même à Sarreguemines malgré le départ d'Olivier. Donc on a quand même une structure qui est stable, avec des nageurs qui sont en pleine confiance par rapport, je pense, au club, et des parents également qui nous accompagnent. Une page se tourne au cercle nautique de Sarreguemines, mais les objectifs sportifs restent les mêmes. De nouveaux cadres ont été nommés pour les mener à bien, à commencer par Stéphanie Akono qui remplace Olivier Antoine, ou Abdel Bérouj qui remplace au pied levé Sabrina Vérin, l'entraîneur des Benjamins, qui a posé sa démission fin août. Bon, on l'a vu sur ces images, la relève elle est là, mais est-ce qu'on va sans doute regretter Olivier Antoine ? Bah oui, clairement, c'était quand même un personnage. Il a réussi des choses incroyables, il a eu des très très bons résultats. Je pense que c'est dommage vraiment dommage que le départ s'effectue dans ces conditions-là et en partant par la petite porte. Et voilà, ça c'est un peu triste. Après, effectivement, le club continue, ça ne le met pas en péril. Et pour le moment, en tout cas, les nageurs restent. Maintenant, il faudra voir ce que la relève est capable de faire en termes de performance. Il faut prendre ses marques et puis reprendre tout ça en main, quoi. En tout cas, quasiment la totalité des nageurs est restée. Oui, parce que même, donc là on le disait dans l'extrait, voilà, Assia Toiti est partie pour des raisons sportives, et sinon Aurélie Muller est partie, mais tout en restant. C'est-à-dire qu'elle est partie au Canada parce qu'elle va s'entraîner au Canada, mais elle reste licenciée au club de Sarreguemines. Donc ces résultats compteront quand même pour le cercle nautique. Très bien, les HBL ont fermé, mais les maladies professionnelles restent. Nous écoutons un extrait du reportage. Giovanni, 52 ans, se bat contre un cancer de la moelle osseuse depuis 3 ans. Un cancer reconnu maladie professionnelle il y a peu de temps, ce qui va permettre à cet ancien mineur de fond d'exercer un recours pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, les HBL. Dans la salle, 11 autres victimes ou ayants droit sont dans le même cas. Donc la reconnaissance aux maladies professionnelle de certains cas crée des précédents, et il faut dire que la CFDT ne lâche pas le morceau. Oui, alors d'autant qu'elle avait déjà obtenu gain de cause, mais c'était quelque part entre guillemets plus facile parce que c'était pour des cancers des voies respiratoires, donc plus facilement imputable directement à l'activité dans la mine. Maintenant, il s'agit de toutes les autres sortes de cancers et d'essayer de déterminer que ça provient de là pour pouvoir engager des poursuites en justice, en sachant qu'à partir du moment où le diagnostic est officiellement posé, il y a 2 ans pour pouvoir lancer des recours en justice. Bon, c'est une affaire à suivre. Les conditions de travail au fond des mines étaient difficiles, les conséquences sur la santé nombreuses. Les syndicats et concernés devront s'armer de patience. Des jugements prennent souvent du temps. Oui, malheureusement. On passe à un sujet plus sympathique, vendangeuses et vendangeurs. Cette affaire en Moselle. Oui, alors d'autant plus que c'est une très bonne nouvelle après 2 années un petit peu compliquées en termes de rendement, en termes de conditions météo. Ça y est, cette année 2014, ça s'annonce comme étant un bon millésime. Donc pour le moment, ils ont tous le sourire, tout va bien. Et puis il y a eu de l'évolution ces dernières années. Il y a eu notamment l'obtention du label AOVDQS. Alors, c'est l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure. C'est à peu près la même chose que AOC, appellation d'origine contrôlée, sauf que le vignoble mosellan est trop petit pour pouvoir prétendre à l'appellation AOC. Alors, est-ce que la Moselle n'est pas un peu jalouse de sa voisine l'Alsace, ou avons-nous réellement un potentiel de développement de cette activité vinicole ? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Alors, j'espère que les Mosellans ne sont pas jaloux, parce qu'il n'y a pas lieu d'être, peut-être un petit peu envieux, mais bon, le vignoble est vraiment beaucoup plus petit.
pas du tout professionnalisé pour le moment de la même manière, même s'il y a quelques-uns qui sont installés depuis un moment et qui commencent de plus en plus à faire connaître leur vin. Ça n'a pas du tout le même impact potentiellement, pour le moment en tout cas, que l'Alsace. Et surtout, encore une fois, en termes de territoire, on n'est pas du tout... c'est incomparable. Opération séduction récemment à la ferme. Alors tu étais présente à la seule ferme du secteur de Sarreguemines ayant ouvert ses portes. Oui, c'était la ferme Zap, rue de Deux-Ponts. Sympathique, alors d'autant plus rare que d'habitude cette ferme n'ouvre ses portes qu'aux écoliers en fait qui viennent en visite scolaire, et là c'était pour la première fois une ouverture au grand public et ça leur a bien plu parce que moi j'en ai discuté avec eux après, j'en ai discuté notamment avec Laetitia Zap qui est en train de reprendre l'exploitation familiale et qui disait que oui, bah voilà, c'était une première mais maintenant ça y est, c'est bon, c'est parti pour tous les ans. On le voit sur l'écran, donc certains de nos élus sont plus manuels que d'autres. On regarde, c'est l'image insolite. Durant l'inauguration, Tartine, et oui ce n'est pas une blague, c'est vraiment son nom, Tartine donc a mis les élus au défi de réussir à la traire. Pas évident du tout pour certains, beaucoup plus simple pour d'autres. Quand on veut défendre l'agriculture, mieux vaut savoir donner l'exemple, en particulier le jour des portes ouvertes dans les fermes. Alors je crois qu'il faut rassurer notre conseiller général Jean-Claude Cunat. Tout le monde n'a pas la dextérité de David Suc. Alors une question, le député on ne l'a pas vu là, mais est-ce que le député y est arrivé? Ah oui, j'ai les images, c'est vrai que je les ai pas mises, on fait des reportages plus courts maintenant, donc j'ai pas mis tout le monde. Il y est arrivé, sincèrement il y est arrivé, pas aussi bien que David Suc. Faut le reconnaître, mais il y est arrivé. Après la décharge de Jean-Claude Cunat, je pense que c'est franchement pas évident et puis que quand on est élu, on se retrouve confronté à des situations non choisies, alors que quelqu'un qui ne serait pas traire ne se serait sans doute jamais porté volontaire pour essayer devant des caméras en plus. Et le public était là pour cette porte ouverte? Oui, le public était là toute la journée. Il y a eu beaucoup de monde et des gens qui étaient contents, des visiteurs aussi du coup qui ont essayé de traire Tartine le matin et puis qui ont assisté à la traite automatisée en fin d'après-midi. Et Tartine sera présente, je le sais, on me l'a confirmé tout à l'heure, au marché paysan qui va avoir lieu dans 2 semaines ici à Sarreguemines et tout le monde pourra s'y essayer. Enfin, oui, tout c'est le monde, dimanche 19 octobre et c'est sur l'esplanade du casino. Alors le boîtier Voltalis doit nous faire des économies. Nous regardons le petit reportage de Guillaume Dumonteil. Ou de leur lieu de travail, Voltalis leur met à disposition un instrument permettant de mettre en pause pendant quelques minutes, une demi-heure maximum, soit leur radiateur, soit leur climatisation, soit leur ballon d'eau chaude. Le boîtier permet de réaliser des effacements de consommation qui sont très courtes, donc qui n'ont aucun impact sur le ressenti des occupants. Le partenariat qui unit cette société et la Casque entre dans le cadre du plan climat de la collectivité. J'ai envie de poser une question. Alors, ce boîtier est-il expérimental? Qui y gagne réellement? Alors qui gagne réellement? La France qui, si on développe suffisamment ce système de boîtier, doit être capable d'éviter le blackout. En fait, ce boîtier, c'est typiquement pour l'utiliser au moment où il y a des grands pics de consommation. Ils vont pouvoir, à distance, dans les foyers qui sont tout électriques, couper pendant quelques minutes, maximum 30 minutes, c'est en tout cas ce à quoi ils s'engagent, ils vont pouvoir couper le chauffage, la production d'eau chaude. Donc effectivement, il le disait dans l'interview, ça ne va pas impacter votre habitat si pendant 15 minutes, par exemple, le chauffage se coupe. Mais ça va permettre d'éviter au niveau pic de production d'atteindre... de dépasser le seuil et de se retrouver confronté au blackout. Donc, plutôt, il faut avoir un comportement solidaire pour adopter ce boîtier et il faut être volontaire pour l'avoir. Hein. Oui, donc pour être volontaire, il suffit de prendre contact avec la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et critère essentiel, il faut être en tout électrique pour que ça soit vraiment utile. Une actualité qui nous vient de la Sarre, Julien? Oui, alors l'info principale traitée cette semaine par la SR, par Saarland sur Rundfunk, elle est politique et c'est Annegret Kramp-Karrenbauer, la CDU, la présidente du Land de Sarre, qui a annoncé mercredi sa candidature pour les élections au Landestag de 2017, donc pour sa propre succession. Et en parallèle, il y a Charlotte Britz, la maire de Sarrebruck, qui fêtait ses 10 ans à la tête de la mairie de Sarrebruck et qui en a profité pour annoncer que, à demi-mot, elle se verrait bien candidate si on le lui demandait. Mais ceci dit, son parti, le SPD, a priori pencherait plutôt en faveur de l'actuelle ministre de l'économie comme candidate, puisque là aussi, c'est une femme.
Une affaire à suivre, un événement important la semaine prochaine chez nous. Oui, on va parler notamment de l'apprentissage sans frontières, on va parler du raid Sarre-Moselle Rive Action et puis on reviendra bien sûr sur le résumé de la rencontre, le match de foot que tout le monde va pouvoir voir en direct sur Mosaïque samedi. D'accord. Et puis la Grande Guerre, il faut le savoir, s'expose à partir de jeudi prochain au Simsorof. Voilà pour l'essentiel de la semaine, on se retrouve dans un instant pour les sorties de choix. Liquidation totale pour travaux à la bijouterie Finbel. Rendez-vous dès le 23 septembre pour des affaires en or. Samedi 4 octobre, l'événement est au Centre Nautique Sarreguemines Confluence avec les concerts des groupes Les Kékés et Mother Soul. De 16h à minuit, retrouvez une ambiance de fête avec Aquazumba, Aquadisco, structure de jeux aquatiques, baptême de plongée gratuit et des surprises à découvrir samedi 4 octobre au Centre Nautique Sarreguemines Confluence. Restauration sur place, entrée 2 €. L'Aglo, au cœur de votre vie sportive. 1000 trésors à découvrir et une invitation au rêve sur la route de la soie. Du 26 septembre au 6 octobre, c'est la Foire internationale de Metz. Passionnément vôtre. Bonjour à tous. Demain, retrouvez l'ensemble des émissions de la semaine. Toute l'info et les magazines que vous voulez voir ou revoir, c'est sur Mosaïque. Et ces travaux ponctuent les rues de la ville de Sarreguemines. Mosaïque l'a rencontrée, place Sibylle, au pied de l'une d'entre elles. Et rendez-vous à 18h pour suivre le Sarreguemines FC. Les Bleus de Sébastien Meyer affrontent Bissheim. Mosaïque sera sur les bords du Rhin pour diffuser cette rencontre en direct. Ouais, bravo, ton pied gauche. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. FBS, du bon temps par tous les temps. Les sorties de choix, chaque vendredi sur Mosaïque. Julien, on commence par le raid de Sarre-Moselle Rive Action. Absolument, c'est la 12e édition. Le principe est toujours le même, c'est par équipe de 2. Donc tandem unisexe ou mixte. Et il y a du VTT, de la course à pied, du canoë et pour finir encore une fois de la course à pied. Cette année, le départ est donné dimanche à 11h de Chenec et l'arrivée se fera à Roulin avec parmi les étapes Sarreguemines et Grosse-Biederstroff. Et la caméra de Mosaïque sera dans les coulisses. Absolument. Roulin, déjà, la bibliothèque, déjà 20 ans. Absolument, et ça se fête notamment en musique. Alors vous vous dépêchez parce que c'est ce soir à 20h avec un concert manouche, le Swing Quartet, et ça a lieu à l'espace culturel et sportif de Roulin. Toujours plein de surprises à Roth pour l'exposition annuelle. Oui, de la Société d'arboriculture. Ça a lieu au foyer socio-éducatif dimanche à partir de 11h. Vous pouvez en profiter aussi pour déjeuner sur place. Et c'est assez original, un fantôme pour visiter un château. Et ça se passe à Sarrebruck. Ça se passe à Sarrebruck et c'est en français seulement depuis la fin de l'été. C'est encore tout nouveau. Il a appris le français, le fantôme. Moi, je suis persuadée qu'avec comme guide un fantôme, gentil, hein, promis, vraiment, ça doit être le meilleur moyen de motiver les enfants, de vraiment leur donner envie. Profitez-en parce que c'est pas si souvent que ça. Même s'il a appris le français, il le pratique sporadiquement. Et donc c'est samedi à 16h au château de Sarrebruck. Une marche du ruban rose. C'est quoi ça, Julien? Oui, alors c'est le club vosgien de Sarreguemines, c'est en partenariat avec Amodemas, l'association Mosellane pour le dépistage des maladies cancéreuses, qui organise donc dimanche la marche du ruban rose, départ de la randonnée de 8 km à 14h de la maison de quartier de Beau-Soleil. Et en très bref, il y a une sortie originale à faire, c'est demain, donc samedi de 17h à minuit, au Centre Nautique, un programme varié pour faire la fête et danser en maillot de bain. Et puis sinon, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est samedi à partir de 19h30 à Blischweyen, le repas spectacle au profit de l'association Agir Ensemble, donc là aussi au profit des malades qui souffrent du cancer. Une info que Sandrine m'a donnée au dernier moment, un marché aux puces de la solidarité organisé par la Croix-Rouge en zone commerciale de Neunkirch. Et voilà, c'est ce dimanche. Merci Julia, à la semaine prochaine. Hein. Alors non, la semaine prochaine, ça sera Jean qui prendra ma place. Bon week-end à tous.
Depuis 3 ans, l'Amicale des enseignants et le club vosgien se sont associés pour proposer ensemble quelques sorties pédestres. La promenade de rentrée avait lieu autour de la Blise. Suivons le guide Eliane Hoth, présidente de l'Amicale des enseignants et des membres du club vosgien. Et c'est parti pour cette randonnée de rentrée de l'Amicale des enseignants et du club vosgien. Et par cette belle journée, ils étaient nombreux à suivre Eliane Hoth, notre guide au départ de Blischweien, direction l'Allemagne. Donc nous sommes ici en France, Blischweien, et de l'autre côté nous sommes en Allemagne, Bliesmagen-Bolschen. Ils ont vidé. Alors comme anecdote, il faut savoir que quand il y a eu les grandes inondations de 1993, l'eau était au-dessus de ce pont. Hein? Donc vous imaginez le village inondé. Passé la porte du paradis au-dessus de la Blise, le groupe se dirige courageusement vers Grefenthal et sa célèbre abbaye. Le circuit du jour fait plus de 10 km, on se ménagera donc un peu dans les montées. Aujourd'hui est occupé par des moines bénédictins depuis 1993, qui autrefois étaient occupés par des moines guillemites. Hein. Alors c'est un lieu de pèlerinage, plus actuellement parce que tout est en rénovation, mais ça a été depuis très très longtemps un lieu de pèlerinage. Pourquoi ? Parce qu'en 1243, un moine ermite qui vivait ici sur le Grefenthal a été attaqué par un bandit. Mais ce bandit s'est aperçu que ce moine était tellement pauvre qu'il n'avait rien à lui prendre. Alors il l'a vu dans un des gros chênes qui était là, une pieta. Mais comme la pieta était en hauteur, il n'a pas pu l'attraper et la prendre. Et donc il s'est amusé à la blesser avec des flèches, lui lancer. Et cette pieta s'est mise alors à saigner de ses blessures. Et donc à ce moment-là, l'histoire dit aussi qu'un aveugle qui était là s'est imprégné les mains de ce sang, les a mis sur ses yeux et ça lui a rendu la vue. Et on dit aussi que la comtesse de Blieskastel, alors ça c'est important, c'est elle qui a fait la même chose, qui s'est imprégnée de ce sang, qui s'est lavé les yeux et qui a retrouvé la vue. Et suite à ça, cette comtesse de Blieskastel a fait édifier ce prieuré pour héberger la pieta. Voilà. Et donc c'est ainsi que Grefenthal est devenu un lieu de pèlerinage. Alors ça a été détruit pendant plusieurs fois par des incendies et à l'heure actuelle ils ont demandé l'autorisation au Vatican de reconstruire le prieuré un peu à l'ancienne. Alors vous voyez des photos. Nous on l'a visité il y a longtemps à l'intérieur, hein. Maintenant c'est fermé. Alors pourquoi, la petite anecdote, pourquoi ils ont réussi à avoir cette rénovation, c'est qu'il y avait une dame qui venait toujours faire ce pèlerinage là, qui était très riche et qui avait toujours dit au père, à l'abbé Pierre, je vous lèguerai ma fortune pour la rénovation de ce prieuré. Et il lui a dit oui, mais il faudrait me faire un testament parce que sinon, vous pouvez toujours dire vous me donnez de l'argent. Et donc elle a fait ce testament comme quoi elle léguait sa fortune au prieuré pour la rénovation. Et je crois que quelques semaines après, elle est décédée. À présent, Eliane nous emmène à travers forêts et champs. Objectif, les plus beaux points de vue du secteur sur la vallée de la Blise. La forêt alentour est balisée en tous sens. Randonnée, VTT, marche nordique, il y a dans ce massif des itinéraires adaptés à toutes les pratiques. Il n'y a qu'à faire son choix. Après la plus importante ascension de cette promenade, voici la récompense. On a donc monté toute cette côte-là. Et donc vous avez Blischweien et la route là-bas qui a l'impression de monter. Ouais. Et ben non, c'est la route qui vous mène à Sarreguemines.
Donc Blischweilen et le petit village tout au bout, c'est Blies-Gerswiller. Alors pourquoi Blies-Gerswiller est commune de Blies-Gerswiller? Parce que Blies-Gerswiller était avant une commune indépendante, Blischweilen aussi. Ils ont cumulé les deux communes et pour ne pas faire de jaloux, on a dit c'est la commune de Blies-Gerswiller, mais c'est la paroisse de Blischweilen. Voilà. Donc en bas vous avez Blies-Mengenbolschen. Voilà, mais c'est un village qui suit la Blies, puisque la Blies elle coule derrière ce village. La Blies coule vers les arbres. Blies-Mengenbolschen. Alors ils ont deux églises qui sont catholiques, mais c'est deux églises. Petite pause à la fontaine Saint-Florian, nous sommes à Blies-Mengenbolschen. Ce joli petit coin de repos a été aménagé en 1989 par les pompiers du secteur à l'occasion des 25 ans de la section des jeunes sapeurs-pompiers. Ensuite, Eliane nous emmène au cimetière militaire qui se trouve juste à côté. Alors ceux qui ont fait un petit peu la balade des 12 sources avec nous, on a retrouvé un petit peu ce même cimetière aussi dans une forêt, avec un peu sur le même style, les tombes avec les soldats. Alors il y a certains noms, sinon c'est marqué soldats inconnus. Durant l'hiver 44-45, la région de la Blies a été le théâtre de rudes combats entre les Alliés et la Wehrmacht. 60 hommes sont tombés à Blies-Mengenbolschen. Entre 1950 et 1955, les restes de ces soldats sont inhumés sur la butte dite Allenberg, un cimetière aménagé selon les plans de Vincenz Kohl, architecte de Saarbrück, et inauguré le 30 mai 1965. Il est, malgré les 70 ans écoulés depuis les affrontements, un lieu de recueillement et le témoin des conséquences et des horreurs de la guerre. Une plaque commémorative posée sur chaque tombe porte le nom du soldat. Toutefois, on notera qu'ils sont peu nombreux. La majorité des tombes ne mentionnent que « soldats allemands inconnus ». Au fond du cimetière, on a érigé une croix de 3,80 m de haut sur laquelle on peut lire « Begraben im Osten, unvergessen in der Heimat ». La patrie n'oublie pas ceux enterrés dans l'Est. En mémoire de tous les morts et disparus du front russe. Un dernier tour à travers champs, l'occasion de voir travailler les agriculteurs, et nous descendons sur le village. Blies-Mengenbolschen côté jardin et surtout côté Blies, ça vaut le coup d'œil. Retour par la porte du paradis sur Blischweilen, le point d'arrivée de notre balade. Sachez que vous pouvez vous joindre à ces joyeux marcheurs. L'Amicale des enseignants et le Club vosgien organisent toute l'année des petites sorties du mercredi. Un moyen convivial de découvrir le secteur et ses recoins insolites. Et c'est la fin de cette édition. Il fera a priori encore beau. Alors profitez-en, allez vous promener, découvrir la région. Excellent week-end à tous.